Merci Aïcha Sol sur l'attitude. Maintenant, c'est Écho de Paris. Bonne soirée à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Écho de Paris. On est ensemble pendant 26 minutes au cours desquelles nous allons parler des femmes en politique, le contexte français. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette question. Alors, bonjour madame. Bonjour Eugénie. Comment allez-vous madame? Très bien. Alors, est-ce que vous la connaissez? Non. On va commencer par la calebasse, n'est-ce pas? Qui va lui poser des questions parfois indécentes, indiscrètes, osées. On va voir. Alors, oh là là. Mireille Mouelé, c'est le nom de mon invité d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire drôle? Alors, fais-nous rire, là. T'as intérêt. Je sais que tu es... Oui, la dernière anecdote qui me soit arrivée, je suis rentrée il y a 15 jours maintenant d'Afrique, Ghana, Côte d'Ivoire, et j'ai embarqué avec une tenue africaine extrêmement légère et avec les tapettes. Donc, oui. Et quand je suis arrivée à Roissy, à travers le hublot, j'ai vu de la neige. L'équipage qui était inquiet me demande, madame, vous n'avez pas de manteau, vous n'avez pas de chaussures? J'ai dit, c'est dans la soute. Ils étaient tellement inquiets pour moi qu'ils m'ont donné un plaid de la compagnie. On m'a apporté l'assistance. La dame ne voulait pas me laisser partir tellement elle avait peur que je glisse, qu'il m'arrive quelque chose. Mes enfants sont venus me chercher. Et puis mes enfants m'ont dit, mais maman, il n'y a que toi pour faire ça. J'ai dit, ouais, je ne comprends pas, parce qu'il y a même des gens... il y a une grand-mère qui, au Maroc, a embarqué, elle avait manteau, écharpe, surchaussettes et tout. Puis ma fille me dit, mais t'as pas regardé la météo, là, et tout? J'ai dit, ah non, moi, quand je... Ah non, mais c'est quoi? C'est le syndrome de... Je viens d'Afrique, donc je suis tellement bien que j'amène toute la chaleur, toute l'énergie on me dit, avec t'es moi. la seule dans l'aéroport à t'habiller comme ça. D'accord. J'ai dit, ah oui, bah, il semblerait. Ouais. Et qu'est-ce qui t'est passé par la tête alors pour t'habiller comme ça? Bah, d'abord, c'est que j'ai failli rater mon vol la veille. J'étais en Côte d'Ivoire, j'étais à la limite du Ghana, la veille de mon départ, et j'étais persuadée de devoir reprendre le vol le lendemain, le soir. Et en fin de compte, c'était le lendemain, 5 h du matin. Et j'étais à 8 heures de route d'Abidjan. Donc là, on va dans les compagnies routières pour demander le dernier car. On nous dit les derniers cars sont partis, entre 13 h et 14 h. On nous dit ils sont partis. Et on me dit, mais écoute, tu peux dormir là, puisque 7 h du matin, tu prends le car et tu rentres à Abidjan. J'ai dit, non, j'ai pas envie de prendre le risque. Et j'ai dit, mais en plus, mais non, c'est 5 h du matin, donc à 3 h du matin, je vais à l'aéroport. Branle-bas le combat, donc on a pris un car, comment ils appellent ça, là, les bagarres, le roro, là. Oui. J'ai dû prendre ça pour la première fois de ma vie. Un petit peu une crainte, parce que forcément, quand je regarde à la télé, quand je regarde à Abidjan, je ne sais jamais le transport que j'ai pris. Je le prends, et sur la route, il ne pouvait pas nous emmener jusqu'à Abidjan, il s'arrêtait à Gourou. J'ai dit, bon, amenez-nous déjà là, et puis après on avance. Et sur la route, il y en a un qui va jusqu'à Abidjan. Je lui ai dit, mais arrête-le, arrête le car, parce que le temps qu'on arrive à Bengourou, il va partir, il va plus vite que toi. Et en plus, nous serons sûrs d'avoir des places. Chose qui a été faite, nous sommes arrivés à Abidjan à minuit et demi. À minuit et demi du côté du marché d'Adjamé. À 2 h du matin, j'étais à l'aéroport. Waouh! Ah ben dis donc. C'est une véritable chevauchée? Des périples, j'en ai toujours. On va en parler justement de tes périples et surtout de tes différents périples politiques. Alors, j'ai dit Mireille Mouelé, mais tu es la mieux capable de te présenter parce que tu as beaucoup de casquettes. Moi, je sais que tu es une femme politique aguerrie. Oui. Et que tu es investie depuis très longtemps dans l'un des principaux partis politiques français. Alors, c'est l'ancien UMP, aujourd'hui, c'est le Rassemblement des Républicains. C'est les Républicains. Les Républicains. Oui. Les Républicains. Oui. Voilà. Alors, pour me présenter d'abord, parce que même si je suis une femme identifiée comme étant politique, je viens de quelque part. Oui. Alors, je raconte toujours cette frise de ma vie pour que les gens puissent mieux capter qui je suis, parce qu'ils me disent, mais tu as tellement de casquettes, tu es multiple, tu es partout. Ce matin, on te voit dans tel pays, en soirée, on te voit dans un autre pays.
Je dis ceci, je dis, voilà, moi j'ai grandi dans le 93 à Montfermeil-les-Bosquets. Dans le 9-3. Dans le 9-3. Alors pour Dans ceux le qui sont 9. en Afrique, explique-leur. Hein. Pour qui C'est quoi le 9-3? Ça représente quoi? C'est ça serait quel quartier? Puisque tu as été en Côte d'Ivoire. Le 9-3, ce serait quoi? Le 9-3, ça serait quoi? Je vous dirais peut-être Adjamé. Hein. Oui. C'est Je un peu comme Adjamé, voilà. en Côte d'Ivoire. Et oui, Adjamé. Et donc, dans ce quartier où j'ai grandi, donc multiculturalité, donc ça veut dire pas seulement des citoyens d'origine ou de nationalité diverses, des concitoyens qui sont français, Oui. nés en France. De souche. De souche. Comme on dit. Des origines françaises. Voilà. Et pas diverses. Par la suite, j'ai travaillé pour plusieurs sociétés multinationales, donc, où j'étais cadre avec des clients grands comptes. Et la plupart de mes collègues étaient des expatriés, donc dans un service international. Ensuite, j'ai toujours été active comme n'importe quelle femme, mais mon activisme a été partisan, où j'ai été en responsabilité dans le parti que tu as cité anciennement UMP. Et je vais d'abord m'arrêter à anciennement UMP, oui, parce que les LR, c'est court et c'est particulier. Oui. Donc je me suis engagée à l'UMP, j'ai été cadre parce que j'ai été responsable d'une sensibilité politique, puisque une formation politique, c'est l'alliance de plusieurs micro-partis, plusieurs sensibilités. Et celle dans laquelle je me suis occupée, c'était les Français qui ont plusieurs origines. Donc ils peuvent venir d'Arménie, ils peuvent être africains, ils peuvent être du Maghreb, ils peuvent être de l'Asie. Toutes ces origines de nationalité française qui votent pour cette famille politique étaient sous ma responsabilité. J'étais la numéro 2, j'étais la secrétaire générale. J'ai donné une feuille de route. La feuille de route, c'était de conduire un bon nombre de ces personnes, de ces individus, à assumer une responsabilité politique et donc à être des élus de la République et surtout à faire connaître cette association parce que au sein même, le siège de cette association était le siège même du parti. Mais les gens ignoraient son existence. J'ai fait tout un maillage, j'ai fait des relations avec les groupes d'amitié parlementaires et politiques de chacun de ces pays. La première manifestation que j'ai faite, et je le remercie, c'est le maire du 15e qui nous a prêté sa salle des fêtes. La mairie du 15e est le Petit Paris, comme la salle de l'Hôtel de Ville de Paris, et où j'ai invité les ambassadeurs de toutes les nationalités qui étaient représentées au sein de cette structure. Et parce que j'étais en responsabilité de 4 ans, de 2013 à 2017, beaucoup de ces personnes, qui pour certains c'était la première fois qu'ils rentraient dans un parti, sont devenus, à tous les statuts de la société politique, conseillers municipaux, maires adjoints, conseillers départementaux et conseillers régionaux et tout. Puis voilà. Donc, pour résumer, femme multi-casquette, mais oui, femme engagée en politique. Oui, mais maintenant il y a le dernier point, oui, qui va coiffer toute cette architecture. C'est que je les ai tous conduits en responsabilité et en 2017, j'ai décidé de me présenter à la candidature du parti parce qu'il y avait la présidence. Et donc à ce moment-là, j'ai candidaté et aujourd'hui, je suis la seule femme française aux origines africaines avoir été candidate officiellement candidate à la candidature à la présidence d'un des plus grands partis politiques. Voilà, donc les Républicains actuellement, mais à l'époque c'était l'UMP. Voilà. Et à l'issue de cette candidature, j'ai décidé de me focaliser sur ma partie entrepreneuriale. Alors, tu raconteras un peu les soubresauts, enfin, comment ça s'est passé, parce que c'est vrai que c'est éclairant d'avoir ton point de vue, comment une femme s'engage en politique, surtout quand elle est française d'origine africaine, dans un parti quand même, un gros parti, dans lequel un des candidats dont on parle encore aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, a été quand même l'un des fers de lance, puisque c'est vraiment avec lui qu'on a vu entrer des personnages comme Ramayad, oui, Rachida Dati, Fadela Amara. En tout cas, c'est à cette époque-là, on est en 2007, où on a parlé de la diversité et qu'on a vu entrer en grand nombre des personnalités qui ont la même origine que toi, plus ou moins. Tout à fait. Alors, comment on fait justement, comment aujourd'hui on est en 2021, comment tu analyses la situation? Est-ce que, on va dire que l'UMP, aujourd'hui, les Républicains, ont contribué à faire entrer
des personnalités d'origine d'ailleurs, hein, mais françaises, dans ce parti. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que M. Macron a fait encore mieux, a fait encore plus? Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, notre président a fait mieux ou a fait plus, parce que d'une, ce sont des statistiques ethniques dont on n'a pas le droit d'en parler. Par ailleurs, je n'ai pas ces données-là. Donc aujourd'hui, si je répondrais, c'est par un ressenti, oui, par une perception. Quel est ton ressenti, justement? Je ne vais pas dire qu'il en a fait plus, mais j'ai dit qu'il a aussi fait sa part. Et surtout, aujourd'hui, mais il l'a fait de manière différente. Chacun met son empreinte. Et il l'a fait différemment parce qu'aujourd'hui, il y a encore plus d'élus parlementaires qui sont issus de l'Afrique. Oui. Voilà. Alors, on va parler quand même un petit peu du cas non pas Ramayad, mais Siben Ndiaye quand même. Oui. Elle a fait beaucoup parler d'elle. On a tous applaudi son entrée au gouvernement. Ça n'a pas été facile pour elle. Hein. Est-ce que tu penses qu'elle a fait le job? Est-ce qu'elle a permis justement plus de représentativité de nous, en fait, de ce que nous représentons dans la société française, sur le plan politique? Elle a fait le job. D'accord. Elle a fait le job, elle a fait ce qu'elle avait à faire, et ce qu'elle avait à faire, elle a suivi ce qu'on lui a demandé de faire. Et ça n'est pas donné à tout le monde d'avoir l'art oratoire, ça n'est pas donné à tout le monde de maîtriser tout, nul n'est parfait, et pour ceux qui sont croyants, ils disent qu'on est né pécheur. Donc il y a des choses à parfaire, il y a des choses à s'améliorer, mais quand vous assumez une fonction, qu'on vous met à un poste et on vous dit de parler à des millions d'individus, ça n'est pas facile pour tous. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, et elle était à un poste. Il ne faut pas la regarder comme un individu, comme une personne physique, en son nom propre. Elle représentait la France. Donc, on peut la voir comme ça, extérieurement, et dire que voilà, elle a gaffé, il y a ceci qui n'allait pas, regarde, elle est venue apparer ou accoutrée comme ça. Mais qui a donné l'éthique, qui a donné l'ordre de s'habiller comme ci, s'habiller comme ça? Je suis désolée, dans des pays européens, mais nordiques, les gens sont sans cravate, les gens sont souples. Là, en Slovénie, on a vu cette semaine la chef de l'État et la première ministre qui étaient toutes les deux en robe, avec une veste recouverte et en basket. Bon, c'est sans doute l'éthique française. Oui, d'accord, mais il y a quand même du mauvais goût, sans vouloir l'enfoncer davantage, mais il y a une question de goût aussi, quelque part. Parce que c'est l'éthique vestimentaire de la France. Voilà. Oui. Donc, c'est pas du mauvais goût, elle n'était pas mal accoutrée. Je suis désolée, elle était présentable, mais sans probablement que pour cette poste, et quand il faut une question de visibilité et qu'on connaît les codes français, sans doute qu'effectivement ça n'allait pas à certains moments. Alors tout à l'heure, on va parler un peu de comment on est quand on est candidate, comment déjà on a envie d'être candidate et quels sont les blocages, les freins, pourquoi tu n'as pas réussi justement à être... On en parle dans quelques instants. Hein. On va poser une autre question à travers la calebasse. Alors, termine la phrase, l'amour c'est... L'amour c'est... C'est de la subjectivité. Là? C'est un sentiment. Oui, mais non, attends, non, tu es en train de te défausser là. Non, ça veut rien dire, tu vois. Là, c'est le discours langue de bois des politiques. Non, mais c'est quoi? Mais oui, bien sûr, c'est un sentiment. Bon, c'est quoi d'autre? C'est une passion. Mais encore? Ah, tu t'en sortiras pas. Hein. Non. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous subjugue, qui vous étreint. Ça fait forcément une attache et un lien avec un objet, avec une personne, avec ce qui vous entoure. La personne. Voilà. Oui, mais il y en a qui sont amoureux de leur, qui sont des collectionneurs de telles choses. Oui, mais là, on parle d'amour entre deux personnes.
D'accord, Ok. ok. L'amour. Voilà. Parce que, effectivement. C'est un sentiment de bien-être, c'est aussi un sentiment de légèreté. Voilà. La question est bienvenue, merci Galbas, parce qu'en fait, quand on se lance en politique, c'est comme si on se lançait en amour, hein, c'est une entreprise. Hein, C'est une passion. C'est une passion. Ok. Et est-ce que c'est mieux quand on est avec un homme qui vous soutient, qui est avec vous, ou bien c'est plus compliqué quand on est seul? On n'y arrive jamais tout seul. Me demander si c'est mieux qu'on est avec un homme et qu'on soutient dans le cadre politique et qui nous soutient dans le cadre politique, moi je suis assez singulière. On l'a compris. J'ai une fois un homme politique qui m'a dit que j'étais caporaliste. C'est-à-dire? Que j'étais trop rigide, carré. etc., trop carré. Et je lui ai demandé s'il était mon mari. Il m'a dit non. Je lui ai demandé s'il était mon père. Il m'a dit non. Je lui ai demandé s'il était Dieu. Il m'a dit non. J'ai dit, mais donc tu n'es pas la Trinité, je te dois quoi? Moi, je dois à ces personnes. Je me dois à moi. Être avec une personne, ça veut dire que vous êtes lié par un de vos membres. Donc, ou les pieds, ou la main, ou l'esprit, voilà. Mais le jour où la personne faillit, où la personne prend son parachute, où elle s'évapore, vous êtes comment? Soit vous avez pris vos précautions, vous êtes une personne qui anticipe, mais sinon, votre autonomie, votre indépendance et un petit peu votre piquant à vous, vous l'avez où? Donc, on ne le fait pas tout seul, mais il y a une certaine mesure. Moi, je ne peux pas être cadenassée. Moi, mon caractère, c'est autrement. Tu es singulière. Alors, l'UMP à l'époque, quand tu te présentes à la candidature pour être présidente de l'UMP, oui. Ben, il faut oser, hein. Moi, j'ai pas eu peur. Alors, comment les gens ont réagi? Comment ça s'est passé? Je sais qu'à l'époque, je t'avais un peu aidé pour la campagne, on en a parlé. Voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que... Voilà, explique-nous un peu ce que tu en as retenu et comment tu as vécu l'expérience. Écoute, moi, je philosophie beaucoup avec la vie et je ne prends pas avec légèreté dans le sens péjoratif, mais je fais ce que j'ai à faire. Quand j'ai un objectif, je dois l'atteindre. J'atteins toujours mes objectifs, d'ailleurs. J'ai un objectif, je dois l'atteindre. Je l'ai fait tout. Tu l'as pas atteint. Je l'ai atteint. Pourquoi? Parce que, justement, une fois que la campagne s'est terminée et que les membres de la communauté africaine sont revenus vers moi et m'ont fait cette remarque, je lui ai dit, est-ce que tu connais quel est mon chemin de vie et est-ce que tu sais quel était véritablement mon objectif? Donc quand la communauté t'a dit non, mais finalement c'était trop ambitieux, fallait pas, mais comment toi, mais tu te prends pour qui? C'est cela. C'est vrai qu'à l'époque, peu de membres, mais c'est pas une critique, hein, on est là pour faire le constat. Est-ce que déjà on t'a suivi, nous, est-ce que nous t'avons suivi suffisamment? Tu étais seule? De manière tellement singulière. C'est trop, oui, c'est vraiment très... singulière, et on est tous singuliers quelque part aussi. Nous. Vous me direz ce que vous en pensez. Oui, on est tous un peu singuliers, donc candidature singulière, encore que je peux pas dire ça parce que ça, mais comment on t'a soutenu à cette époque-là? Eugénie, je n'avais pas choisi de me présenter à la candidature de moi-même. C'était pas ce que je voulais faire. Mais j'ai reçu un appel qui m'a demandé de le faire. Lequel appel? D'en haut ou celui-ci qui est matériel. Non, donc j'ai reçu un appel, j'ai eu une discussion très courte, qui n'a même pas duré 10 minutes, et j'ai posé ma candidature. Parce que je ne me voyais pas du tout, et puis parce que quand tu te présentes à la présidence d'un parti, ou à la direction d'une entreprise, à la tête d'une entreprise, mais l'entreprise et la holding, tu as toutes les filiales. Donc, qui te connaît au fin fond du monde? Quand tu te présentes à la présidence du parti politique, il n'y a pas que la métropole. Il y a l'outre-mer et les 11 circonscriptions hors de France, donc le monde entier. Tout à fait. Quel est le Français qui me connaît au fin fond de la Russie et de la Serbie? Ok, mais tu ne savais pas ça au départ? Bien sûr que je le savais. D'accord. Bien sûr que je le savais. Oui. Donc, est-ce que tu as mis toutes les chances de ton côté? Oui, oui. J'ai mis beaucoup du mien.
J'ai mis les chances de mon côté. Lesquelles? Et Faut comme expliquer aux femmes qui nous regardent, aux hommes aussi qui nous regardent, hein, c'est quoi mettre ses chances de son côté quand on n'est pas connu et qu'on a pour ambition d'investir quand même l'un des principaux partis politiques en France. on vient de le dire juste avant. Oui. L'amour, c'est aussi la passion, c'est l'amour de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, quand on fait de la politique, on est passionné. Parce que c'est chronophage, parce que vous êtes hors du temps. Et Oui, parce mais que ça ne suffit pas, la passion. J'avance. Hors du temps. Et la notion de temps, elle est humaine et matérielle. Donc, c'est pour ça que parfois, on a dit on est toujours un peu en marge de cette notion. Je l'ai fait avec passion. Et quand vous êtes passionné et que vous aimez éperdument quelque chose, vous le faites bien. D'accord. Et moi, j'ai une nature, je ne suis pas parfaite, mais de tendre vers la perfection par l'excellence. Donc, toujours me dépasser et le potentiel. 4 ans où j'ai été cadre en responsabilité dans ce parti, pendant les 4 ans, toutes les communautés non africaines sont celles qui m'ont le plus soutenue, encadrée et qui m'ont élevée. Alors, pourquoi pas nous? Parce que les gens oublient, parce que les gens mélangent beaucoup la terminologie des mots. Dans le sens où, quand on dit politique, tout de suite, ils pensent à la partisanerie. Mais il y a la politique sociale, familiale, économique, voilà. Moi, quand je m'exprime toujours avec la racine du mot. Pourquoi et dans quel contexte ce mot a été créé. Ce qui fait que je ne peux pas avoir plusieurs définitions. Mais une personne de droit commun va prendre tel et tel dictionnaire et dans le mot, il va choisir celle qui va mieux capter, ça sera peut-être la définition numéro 2 et toi, c'est la définition numéro 6. Mais quand tu vas la dire... Justement, c'est ça aussi le propre du politique. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'il savait parler à tout le monde. En fait, tout le monde se retrouvait. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, enfin, je parle de cette époque-là, il capitalisait tout sur cette façon propre à lui d'intéresser tous les Français à des questions qui nous sont, voilà, qui touchent à nous tous, en fait. La question de l'immigration, de la diversité, de la sécurité et autres, en fait. Oui. Donc, le propre d'un politique, un bon homme, je mets ça avec un grand H, politique, c'est de savoir parler à tout le monde. La définition de politique tient celle-ci. Elle peut tenir en deux critères. Organiser la cité. Oui, ça c'est ce qu'on dit. Maintenant, il faut pouvoir animer tout ça. Maintenant, j'évolue. La cité, ça n'est ni plus ni moins que nous, un groupe d'individus ou un groupe communautaire ou un groupe corporatiste, un groupe de centres d'intérêt. On va parler sur la communauté africaine. La communauté africaine, dans son grand ensemble, je ne parle pas en individualité, ne sait pas s'organiser, se structurer, n'est pas stratège ni tactique. Ah, bon, écoute, ce sera l'objet d'une prochaine émission parce qu'on est pratiquement arrivé au terme de ce Écho de Paris où je recevais Mireille Mouellet. Avant de nous dire au revoir, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro avec Mireille Mouellet. On va continuer justement avec ce débat-là. Nous ne sommes pas organisés. Tu me l'as dit il y a 5, 6, 7 ans. Oui. Et tu réitères ce que tu dis aujourd'hui. Oui. Et avant de partir, terminez la phrase, messieurs, dames, vous qui nous regardez. Les hommes sont... La calebasse, là, elle aime poser des questions, mais... Vraiment. Vraiment, hein. Les hommes sont... les hommes sont l'arbre. Les hommes sont... Les hommes sont l'arbre et c'est la forêt qui est derrière. Waouh! Les hommes sont l'arbre et c'est la forêt qui est derrière. Allez, regardez le beau décor derrière moi. Voilà. Je vous remercie, messieurs, dames, d'avoir regardé Écho de Paris. Merci, Mireille Mouellet. Merci, Eugénie. À très bientôt. Je vous dis belle soirée et restez avec nous. Vous êtes sur Vox Africa.